Alors aujourd'hui, nous allons parler du dernier numéro de Valeurs Actuelles intitulé La fin du monde, en référence au journal avant de référence, mais apparemment plus trop aujourd'hui, du Monde. Et pour cela, nous sommes avec Victor Hérault, journaliste politique chez Valeurs Actuelles. Bonjour Anne-Lorraine. Qui a écrit un fin papier sur le sujet. Merci. Et qui va aujourd'hui nous en parler parce que nous, on aimerait savoir pourquoi le Monde n'est plus un journal de référence. Alors, c'est ma toute première question, c'est ça, mais pourquoi ? Comment on en est arrivé là ? Alors, déjà, pour répondre à cette question, il faut partir du postulat, effectivement, que Le Monde était un journal de référence. Et pour notre génération, c'est une sorte de porte ouverte qui ne veut plus rien dire. Pour des personnes de génération au-dessus de la nôtre, non, c'était réellement le journal référentiel, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire, si c'est écrit dans Le Monde, c'est vrai. C'était un journal qui était considéré comme ne prenant pas trop position, n'ayant pas de parti pris, n'ayant pas de biais, étant très factuel, qui recoupait ses sources 2, 3, 4 fois pour être sûr que l'information était vérifiée. Voilà, ça c'était le postulat de départ. J'ai beaucoup de témoins pour faire ce dossier, on a interrogé énormément de patrons du CAC 40, d'hommes et de femmes d'affaires, de journalistes, de politiques de tout premier plan, tout un panel de personnes qui font référence dans leur domaine, le domaine de la communication, de la politique, du journalisme et des affaires, du monde économique. Et pourquoi j'en viens là ? Parce que ces personnes-là, souvent, dans les années 70, etc., quand ils bossaient, ils étudiaient à Sciences Po ou dans d'autres universités, Le Monde, c'était le journal que les professeurs vous demandaient de lire, de découper, il fallait découper les articles. Dans tes sources, il y avait toujours écrit Le Monde. Il fallait écrire Le Monde, il y en a beaucoup qui me disaient, mais moi on me disait de mettre Le Monde dans mes copies pour avoir une meilleure note. Aujourd'hui, ce dont témoignent ces personnes-là, que j'ai interrogées, c'est l'inverse. C'est dire, les méthodes ont changé. L'expérience que l'on a quand on est interrogé par Le Monde, notamment dans le milieu politique, n'est plus du tout la même. Le parti pris en termes économiques, les agents économiques, les patrons du CAC 40 vous disent c'est un journal anti-business. C'est un journal qui n'a pas de mesure sur ces questions-là. C'est un journal qui vous pose des questions très biaisées, qui va parfois tordre vos réponses. Je cite dans le papier l'exemple de Total Energy, qui a eu des expériences désastreuses avec Le Monde et qui, depuis, a décidé sur son site de publier l'entièreté des réponses de l'entretien avec le journaliste pour pouvoir dire voilà ce qui s'est dit pendant l'entretien si jamais Le Monde venait à trahir notre entretien. Exactement. Donc c'est dire à quel point ils ont de mauvaises expériences. Et Total Energy a aussi décidé de ne plus jamais faire aucune publicité dans Le Monde, parce qu'ils ont considéré que voilà, il fallait tourner la page de ce journal-là. Et alors à quel moment est-ce que ça a commencé à dériver vers ça ? Pourquoi est-ce qu'avant c'était un journal de référence avec une vraie expertise journalistique, enfin, il y avait un vrai travail sur les faits, et pourquoi est-ce que c'est devenu un peu de l'opinion ? Alors, il y a eu plusieurs choses. En termes d'opinion, par exemple, j'ai plusieurs interlocuteurs dans tous les milieux que j'ai cités précédemment. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, à partir du moment où dans les années, je crois que c'est en 75, quand Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges, Le Monde en une, ils ont dépêché donc un correspondant là-bas qui renvoie une missive, et c'est un petit papier qui apparaît sur la une, et dedans il écrit « La ville a été libérée ». Bon, là ça fait un scandale, ça reste encore aujourd'hui, je crois que même Le Monde a été obligé récemment de faire des papiers là-dessus, de documenter cela, parce que ça fait partie de leur histoire, mais c'était un réel scandale, puisque là ils prenaient parti pour les Khmers rouges, il y avait un aveuglement total sur la situation là-bas. Donc là il y avait un premier... on sortait du journal de référence neutre et on rentrait dans quelque chose de beaucoup plus subjectif. Et en plus, subjectif, pour l'horreur qu'ont été les Khmers rouges, ça posait quand même assez de problèmes. Donc là, il y en a pas mal qui m'ont dit il y a un virage quand même assez problématique qui est en train de prendre le journal. Il y en a d'autres qui m'ont cité, par exemple, l'affaire la plus connue, qui serait l'affaire Baudis, qui est le maire de Toulouse, qui est accusé par Le Monde d'être mêlé à l'affaire Patrice Allègre et d'organiser en gros des parties fines, voilà, toutes sortes d'affaires scabreuses. Le Monde feuilletonne ça, accable Baudis. Or, c'est l'une des plus grandes affaires, si tu veux, On a réalisé plus tard qu'il l'accusait complètement à tort. Il a été complètement blanchi par la justice. Évidemment, sa vie personnelle et politique ont été grandement affectées. Et c'était impensable, encore une fois, venant du Monde, que l'affaire ne soit pas vraie. Ouais, on ne remettait pas en cause Le Monde parce que jusqu'ici, Le Monde n'avait jamais fait d'écart, ne s'était jamais trompé. Et on n'imaginait pas que Le Monde puisse accabler un homme sans que ce soit vrai.
C'est pour ça qu'il y a certains de mes interlocuteurs qui me disent on a reconnu la patte d'Edoui Plenel, et ce qui est devenu après, une fois que Plenel a quitté Le Monde et fonde Mediapart, on a reconnu la patte Mediapart là-dedans. C'était l'avant Mediapart, c'est-à-dire qu'on accable un homme à partir de documents venus souvent de personnes très intéressées par le fait de faire tomber la personnalité ciblée. Et en plus, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que Le Monde a perdu sa méthode, sa rigueur, son sérieux, son objectivité, mais il n'a pas perdu sa réputation à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, sa réputation demeure. Certains de mes interlocuteurs prenaient l'exemple de Sciences Po, en disant « Sciences Po, ce n'est plus du tout le niveau du Sciences Po d'hier, mais ça a la même réputation. » Et pourquoi les gens veulent encore aller à Sciences Po ? Parce que c'est Sciences Po, c'est une institution. Là, ouais. On a le diplôme Sciences Po, c'est une institution. Pourtant, le niveau n'est plus le même. Pour Le Monde, c'est pareil. C'est-à-dire que les journalistes veulent travailler au Monde, ça reste quand même le Graal journalistiquement parlant. Les gens, quand ils lisent Le Monde, se disent « c'est du journalisme sérieux ». Et alors qu'on parlait d'Edoui Plenel tout à l'heure, tu nous as expliqué un peu la patte Mediapart. Est-ce qu'on peut dire que ça a été lui, a donné vraiment un tournant au Monde ? Est-ce que c'est vraiment resté ? Est-ce que en fait c'est la génération Edoui Plenel maintenant qui domine au Monde ? La nouvelle génération au Monde est très influencée par Edoui Plenel. Donc il y a eu plusieurs bouquins issus de journalistes qui ont travaillé longtemps au Monde, qui expliquent cette dérive-là, dont Le Monde tel qu'il est, qui met en cause la direction tripartite du Monde, qui est à l'époque Alain Minc, Colombani et Edoui Plenel. Edoui Plenel démissionne, mais ses méthodes, sa philosophie, sa logique, sa perception du journalisme est restée au Monde. La rubrique économie, tous les acteurs économiques me disent honnêtement, nous on lit Les Échos, on lit Le Figaro, on lit Challenge, mais on ne lit pas Le Monde. Les pages politiques, beaucoup de journalistes politiques au Monde aujourd'hui, notamment des plumes, je dis dans l'article des plumes au féminin, parce qu'en l'occurrence ce sont des femmes qui sont connues au sein du service politique du Monde, écrivent des papiers à charge sous forme de récits, de très beaux récits, mais des récits qui souvent ne prennent pas en compte la version de la personne que l'on accable. J'ai eu beaucoup, pour le coup, de personnalités politiques de tout premier plan qui m'expliquent la trahison du off. Quand on parle en off, c'est pour que ça reste en off. Et c'est pas parce qu'on paraphrase le off que ça voilà. Passe, Et là, c'est un off donné au coin de la table à un café parce qu'on fait confiance aux journalistes en se disant ça va lui servir à savoir ce qui se passe, voilà. Mais en revanche, je veux pas qu'il me cite, devient justement une citation exacte dans la bouche de la personne interrogée, qui là donc change tout. Et donc la personne perd totalement confiance en son interlocuteur au Monde et dit non, je veux pas continuer à vous voir autour d'un café. Si dès que je vous raconte quelque chose, vous l'allez raconter dans ma bouche en plus. C'est-à-dire que là, vous mettez dans une position assez délicate. Et on m'a raconté par exemple des méthodes assez douteuses qui parfois vont jusqu'à l'Élysée, on en témoigne jusqu'à l'Élysée, mais pas seulement. Par exemple, je viens te voir et je te dis il paraît qu'il se passe ceci. Quelque chose qui accable, par exemple, tu es conseiller. Confirmation ou affirmation. Voilà, toi tu es conseillère d'un homme politique et il paraîtrait que cet homme politique a fait ça. Toi, tu dis non, et moi je te réponds si j'ai les preuves, c'est le cas. Puis tu me dis là je ne sais pas trop, mais je ne crois pas. Et ben moi je vais écrire dans mon papier confirme-t-elle, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas du tout la traduction de notre échange. Donc toi tu vas me rappeler en disant mais comment c'est possible que vous ayez écrit ça, c'est pas du tout ce que je vous ai dit, en l'occurrence c'est faux, j'ai vérifié avec lui, mais là j'étais un peu perturbé par vos questions, j'ai pas répondu. Et le journaliste va vous dire écoutez, moi je fais mon article, je fais mon travail, c'est tout. Mais sauf que ce n'est pas un travail journalistique, c'est un travail à charge de récit, parce qu'il faut que la réponse que tu vas m'apporter colle au récit que j'ai déjà inventé, imaginé, ou qu'on m'a déjà transmis, qu'on m'a dit d'écrire, on m'a dit voilà ce qui se passe, va voir un tel, il te le confirmera ou pas, mais en tous les cas, tu pourras récolter les informations que tu veux qui colleront à ton récit. Un conseiller politique et un communicant politique également m'ont tous les deux dit c'est drôle, c'est paradoxal, mais Valeurs Actuelles et Libération, qui sont deux journaux d'opinion très opposés, en l'occurrence, l'une des deux personnes que je ne citerai pas, mais vient de l'espace de la Macronie, me disait Valeurs Actuelles et Libération, deux journaux d'opinion qui nous sont opposés, qui ont une ligne complètement contraire à la nôtre, sont beaucoup plus respectueux des faits, des offres, de la méthode que Le Monde. À l'Élysée, il y a des conseillers qui me disent on ne veut plus parler aux journalistes du Monde, on ne veut plus les rencontrer. Et pourtant, il m'a eu, moi, au téléphone pour me dire raconter ça. Ouais, c'est ça. Ce qui veut quand même dire qu'il nous fait confiance à nous et pas au Monde. Voilà.
Alors que normalement, je veux dire, la doxrate serait de se dire, on a plutôt peur en tant qu'homme politique au pouvoir, en tant que ministre, en tant que conseiller, de parler à Valeurs Actuelles ou à Libération. Donc là, on parle beaucoup de journalisme, mais à la fin de ton papier, tu cites quelqu'un qui dit la fin du monde, ce sera comme la fin de la gauche caviar. Donc il y a un parallèle justement entre cette gauche qui s'y perd et le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Est-ce qu'un jour aussi on fera plus confiance aux politiques de gauche caviar ? Le monde est associé à une certaine élite, qu'on appellera gauche caviar, une élite de centre-gauche, mondialiste, etc. Bon, je vous fais pas le dessin, tout le monde voit de quoi je parle. C'est le journal institutionnel et un journal classe parce qu'il parle à des gens classe et qu'il est lu par des gens classe. Mais le problème, c'est que le monde c'est du coup tout seul mis des œillères sur ce qui se passait dans le monde, sans mauvais jeu de mots, et ce qui se passait en France. Il a complètement loupé le coche de la révolution conservatrice qui est en train d'advenir dans le monde. Et ce que me disait justement cet interlocuteur, c'était le monde est en train de mourir avec l'univers de cette gauche caviar-là. C'est-à-dire que cette gauche caviar a fait son temps, elle est dépassée aujourd'hui, elle ne comprend même pas ce qui est en train d'advenir, elle ne comprend pas les raisons et la force de cette révolution conservatrice, de droite, on peut l'appeler comme on veut. Les lecteurs qui comptent, entre guillemets, s'il en est, c'est-à-dire les lecteurs qui font référence dans leur domaine, qui comptent dans leur métier et qui sont influents, se détournent de plus en plus de ce journal-là. Depuis Belle Lurette, il y en a qui me disent, ça fait 20 ans, 25 ans que je n'ai pas ouvert le monde. Jean-Claude Dacier me parle de ses années de jeune journaliste. Il me disait, mais dans toutes les rédactions, on lisait Le Monde, on était obligés. Tu n'avais pas fait tes devoirs. Le Monde, t'avais tout vu. Mais il fallait... Et Le Figaro était en dessous. Le Figaro, en réalité, Le Monde avait une chronique sur tout. Le Monde écrivait sur tout. Si tu as une information un peu niche, tu savais qu'a priori Le Figaro ne l'avait pas traité, mais que Le Monde l'avait traité. Lire Le Monde, c'était avoir fait ses devoirs. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Deuxième invité, Amaury Brelet, journaliste toujours chez Valeurs Actuelles. À l'origine de ce papier, Israël et le monde à l'envers. Joli jeu de mots, on notera. Et donc, tu reviens dans ce papier sur le positionnement du journal Le Monde par rapport au conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu peux nous dire quelle voix, justement, porte ce journal sur ce qui se passe là-bas ? Alors, très clairement, Le Monde a choisi son camp, celui de la cause palestinienne, contre Israël, et cela déjà depuis de nombreuses années. Et cela s'est très clairement aggravé depuis le 7 octobre 2023. Alors, tout à l'heure, on était avec Victor qui nous disait que Le Monde commençait à avoir une assez mauvaise réputation en termes d'information. Est-ce qu'on peut soupçonner, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, que sur des sujets aussi polémiques que le conflit israélo-palestinien, ils puissent aussi tordre le cou à l'information ? Alors, le parti pris anti-israélien et donc, par conséquence, pro-palestinien au Monde, il date déjà depuis au moins une quinzaine d'années. Donc ça n'est pas nouveau, mais ça s'est très clairement aggravé. Et il se manifeste à la fois, par exemple, concernant le conflit à Gaza depuis 1 an et demi, dans le choix de relayer sans vérification aucune les bilans de victimes palestiniennes diffusés par le Hamas, qui est une organisation terroriste. Le mot terroriste, d'ailleurs, n'est jamais utilisé par Le Monde pour qualifier l'organisation du Hamas, alors même qu'elle est qualifiée comme telle et qu'elle est considérée comme telle par l'Union européenne et les États-Unis, et puis carrément des fake news, des fausses informations, comme celle de la responsabilité de l'armée israélienne dans le bombardement meurtrier de l'hôpital Al-Ali Arabi à Gaza, qui avait fait, soi-disant, selon les premiers rapports, plusieurs centaines de morts, et qui en réalité, non seulement n'a pas fait plusieurs centaines de morts, mais quelques dizaines tout au plus, et surtout dont l'origine ne se situe pas du côté israélien, mais bien du côté d'un tir de roquettes palestinien. Pour tous les sujets internationaux, il y a un nom qui revient et qui est celui de Benjamin Barth, qui est donc journaliste au Monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le profil de ce personnage ? Parce que je crois qu'on va comprendre beaucoup de choses sur le traitement de l'information internationale. Sa responsabilité au Monde, c'est celle de rédacteur en chef adjoint des pages internationales. C'est lui qui couvre essentiellement, en tout cas qui supervise la couverture du conflit israélo-palestinien depuis des années, et qui est très clairement un petit télégraphiste de la cause palestinienne. Et puis, à lire les 2-3 papiers qu'il a rédigés ces derniers mois consacrés à Rima Hassan, on est vraiment
dans la propagande. Enfin, il suffit de reprendre les expressions utilisées, le choix de l'insoumission, il vante sa force tranquille, son aisance sur les plateaux de télévision, sa répartie. Alors, il se trouve en plus qu'il est marié à une militante pro-palestinienne, une ancienne négociatrice de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, une certaine Mouzna Chiabi, et qui elle-même, alors pire encore que Benjamin Barth, a multiplié ces derniers mois les sorties carrément antisémites et complotistes en louant le pogrom du 7 octobre, en louant le Hamas et en évoquant à propos de l'élimination du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, je cite, « Que Dieu ait pitié de lui et de tous nos martyrs, que Dieu détruise le régime sioniste. » Bon, après, autre exemple très parlant de cette prise de position, c'est l'affaire récente de ce qu'on a appelé le mur de Gaza dans les locaux, dans la rédaction du Monde, qui a été révélé par une journaliste du Figaro. Comment ça s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup plus de bruit que ça ? Oui, alors évidemment, on se doutait bien que le Monde avait une ligne pro-palestinienne, mais ça a été confirmé grâce aux informations révélées dans cette enquête assez formidable d'Eugénie Bastier, et qui citait un certain nombre de journalistes du journal, de l'intérieur, et qui s'inquiétaient de la dérive très clairement anti-israélienne et pro-palestinienne du journal, de la loi du silence même imposée notamment par la jeune génération montante, et elle révélait donc notamment l'existence dans les bureaux de la rédaction d'un mur de Gaza qui consistait en un collage de coupures de presse, de photos, et avec des slogans ouvertement anti-israéliens pour ne pas dire plus. La direction du Monde a été obligée de réagir, parce qu'en plus vous aviez les abonnés, les lecteurs qui ont envoyé une avalanche de courriers, et donc la direction a publié un communiqué dans lequel elle a exprimé évidemment sa consternation, mais enfin ça en dit quand même long sur non seulement cette dérive, mais sur la complaisance même de la direction. C'était un mur d'images qui était disponible à la vue de tous au sein de la rédaction, et ça n'a absolument pas choqué. Durant des mois, il est resté là, et ça n'a choqué visiblement personne. Il y a un vrai conflit au Monde, et dans d'autres journaux de gauche d'ailleurs, un conflit générationnel entre une jeune génération très militante, beaucoup plus politisée, très wokiste, et puis la génération plus ancienne, qui elle est encore attachée à la liberté d'expression, au débat, laïcarde. On a vraiment l'impression d'un journal de plus en plus déconnecté de l'opinion et de la majorité des Français.